pasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e mawa e abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini. Bonsoir Pierre Mbemba. Bonsoir, bienvenue. L'actualité, elle est toujours abondante, hein, Pierre Mbemba. Toujours abondante. C'est quand même curieux, ça ne baisse pas. C'est qu'il y a une certaine vitalité. Certaine vitalité, beaucoup de dynamisme. Et là, à Kampala, c'est reparti. Cette fois-ci, les deux partis se rejettent la responsabilité. La partie gouvernementale, par exemple, juge illégitime certains griefs, certaines revendications du M23. Il s'agit notamment de l'annulation des élections du 28 novembre 2011. Je ne sais pas si on doit encore revenir sur ça. Hein. Avant même que Kampala ne commençât, hein, nous avions donné notre point de vue que, à notre humble avis, il était tout à fait infondé que le gouvernement se déplace pour aller discuter avec un mouvement ou une organisation qui n'avait jamais signé des accords avec lui. C'est un non-sens. Mais bon, comme on nous a expliqué qu'il fallait montrer qu'on voulait la paix, etc., mais la paix, on la prépare avec des éléments réels, hein, et non pas en essayant d'inventer. Parce que bon, moi, jusqu'au présent, je pose la question, quelle est l'attitude du CNDP qui a signé ces accords? Le CNDP est dans la délégation gouvernementale, la délégation de Kinshasa. Le président du CNDP est présent. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne l'entends pas parler. Lui au moins devait se lever pour dire non, c'est vrai, nous confirmons que ça a été réalisé ou ça n'a pas été réalisé. Hein? C'est pour ça que j'avais posé la question ici. Le M23 est une excroissance du CNDP? Est-ce que c'est une dissidence? Si c'est une dissidence, ces accords du 23 mars, elles ne le concernent pas. Hein? Alors, moi, j'ai du mal à comprendre, hein? Mais bon, mais nous avions déjà indiqué qu'on aboutirait à un échec, parce que c'était patent, d'autant plus que nous avions entendu, nous l'avions déjà annoncé, mais on ne nous a pas cru. Après les événements, nous ont donné raison en disant que ce mouvement était un mouvement téléguidé par le Rwanda, par le gouvernement rwandais, et particulièrement la clique à Kagame. Nous l'avions dit, les rapports qui sont venus après, nous n'avions pas encore lu ces rapports, nous ont donné... C'était des années avant, des mois avant que les rapports rapports ne soient produits. Tous ces éléments nous ont donné... Nous ne cherchons pas à avoir raison, mais nous ont donné raison. Alors, moi, à mon humble avis, nous avons mal joué, et maintenant ça se retourne contre nous. Parce que j'ai cru entendre que pour les gens du mouvement dont tu parles, toi, pour vous eux, n'avez jamais cité ce nom-là. que tous les problèmes doivent être mis sur des tapis. On a fait l'évaluation point 1, le point 2, 3, tout le reste, la sécurité, la politique, tout ça. Mais si maintenant la politique d'un pays, hein, la gestion d'un pays doit la sécurité d'un pays doit aller se discuter devant les étrangers. Alors, il y a un problème. Si dans la tête de nous les Congolais, nos neurones fonctionnent bien. Hein. Mais Pierre Mbemba, déjà, le gouvernement avait accepté cet ordre du jour. J'avais dit que c'était une erreur. Moi, je peux me tromper aussi. Hein. Et j'avais dit que c'était une erreur, d'autant plus que avant d'y aller, eux-mêmes reconnaissaient que ces gens-là étaient de hors-la-loi. Or, j'avais indiqué ici qu'en termes de notre constitution, en nous référant à notre constitution, ces gens-là, tout ce qu'on devait faire, les Tangana, les, je ne sais pas comment on l'appelle, les Makenga, tout ça, tout le monde, on devait simplement les traduire devant les cours militaires, conseil de guerre. Et les cas échéants, les passer par les armes, parce que ça, c'est la haute trahison. Ce sont des hauts officiers. Bon, on a préféré négocier avec eux. Voilà. Maintenant, on leur a donné un peu de texture, n'est-ce pas? Alors, il faut continuer à revendiquer plus. Alors, le gouvernement, selon les confidences, les fuites qu'on a pu attraper ça et là, voudrait bien accepter l'amnistie, par exemple, au cas par cas. Il n'y aura pas d'amnistie générale. Oui, mais on veut donner l'amnistie à qui et pourquoi?
On avait déjà donné l'amnistie à ce mouvement-là. Au CNDP. Oui, mais parce que c'est toujours le RCD qui s'est mué en CNDP. Maintenant, qui a tendance à se muer en M, je ne sais pas comment vous l'appelez, parce que j'ai entendu, il y a aussi les M26, non? Oui. Ok? Ben, je ne sais pas, demain, ça sera M27, 28, 29, 30, 31, hein? On n'aura jamais fini. Mais pourquoi? Pourquoi leur accorder l'amnistie? Alors que ces gens-là ont tué, ont assassiné, ont violé, se connu de tout le monde et de par le monde. Mais pourquoi diantre on doit tout le temps leur faire cadeau? Mais c'est pour obtenir la paix. Non, non, on négocie maintenant avec eux. Non. Ils sont devenus des partenaires. Non, non, ce matin, je réfléchissais. Je crois que dans le processus qui avait été décidé en Afrique du Sud, une chose qui était importante, qui n'a pas été faite, c'est la commission vérité et réconciliation. Je ne sais pas pourquoi cette commission n'a pas fonctionné convenablement. D'ailleurs, ça n'a pratiquement jamais commencé. Oui. Ok? Or, aujourd'hui, beaucoup de gens sont frustrés. Beaucoup de gens ont en eux l'animosité. Il y en a qui ont la colère. Il faut que ces choses on les fasse. Si on ne les fait pas, je crains fort que nous irons de concertation en concertation sans rien régler. Ça ne date pas d'aujourd'hui, toi tu es jeune, oui. Mais en 1960, pour avoir un gouvernement, mais on est allé de réunion en réunion, de conclave en conclave, Tatanarive, le Vagnon, Conclatville, et j'en passe, demande aux historiens. Et ça n'a rien donné. Quand il y a eu un peu d'accalmie pour organiser les premières élections, après celle de l'indépendance, eh bien, les mêmes démons se sont réveillés, parce que c'est ça le drame du Congolais. Hein? Les politiques congolais, si politique il y a, dès qu'il est chef, il doit se retrouver ipso facto dans les institutions. Sinon, que ces institutions périssent, il s'en fout. C'est ça. Et même s'il faut que le pays disparaisse, c'est pas un problème. Parce que tu vois, il y avait 44 partis politiques à l'époque, quand il y a eu les élections avec Tchombe. Avec 65. Hein? Bon. Moi, j'ai voté. Mais j'étais étonné, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Hein? J'ai dit 44 partis, mais c'est dangereux ça. Pourquoi pas 2, pourquoi pas 3? J'ai mis un bulletin nul. Vous comprenez? J'ai barré, j'ai mis dans l'urne. Mais juste après la proclamation, il y avait Codeco, Radico. Quand il s'est agi maintenant de procéder à la formation du gouvernement, tous ces 44 partis avec leur président fondateur, principal, adjoint, tout ce qui s'ensuit, tout le monde voulait être Premier ministre, tout le monde voulait être ministre, tout ça. Ce qui fait qu'à la fin, devant cet imbroglio, Mobutu a pris le pouvoir. Et apparemment aujourd'hui, je sens que c'est le même scénario qui commence à se reproduire. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention parce que l'histoire, on nous a dit, est l'éternel recommencement. Alors, c'est dans ces entrefaites qu'au sein même de la famille politique du chef de l'État, qui a lancé l'idée d'une concertation autour de la cohésion nationale, que les violons ne semblent pas tellement s'accorder. On sent une cacophonie. C'est Bochab qui organise des consultations à gauche. Obeminaku revient, il dit non, c'est moi qui suis le patron de la MP, ça me revient de droit. Et le ministre Mende qui renvoie dos à dos les deux. Ça fait désordre, Pierre Mbemba. Ça fait désordre, c'est vraiment triste parce qu'on ne peut plus perdre du temps. Les Anglais disent time is money, temps c'est de l'argent. Moi je pense que quand on est dans des institutions qui fonctionnent parfaitement bien, où il y a des gens suffisamment bien formés et exercés à l'exercice du pouvoir, les choses se font d'une certaine manière. D'abord, le président, avant de prononcer qu'il allait organiser en début d'année, des rencontres, tout ça, avant de le faire, des dispositions organisationnelles auraient dû déjà être mises en place. C'est comme ça qu'on travaille. C'est que le lendemain, quand le président l'a annoncé, il allait nommer, désigner quelqu'un
qui allait faire tout ça, c'est lui, parce que l'erreur qu'on commet ici, si tu permets, ce n'est pas la majorité présidentielle qui convoque. Ce n'est pas une demande de la majorité. C'est l'autorité suprême, le président du pays, qui constate qu'il y a un danger à la demeure, décide ce qui est de son rôle. Mais alors, il fallait que ses conseillers lui disent, président, aussitôt que vous l'avez dit, on doit désigner quelqu'un qui coordonne, mais sous votre direction. Mais maintenant, ça devient une cacophonie. Et ça va faire quoi? Comme toujours, les gens vont commencer à dire, ah, déjà eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. J'ai entendu ce matin que l'UDPS, ce n'est pas son affaire. Le parti de Kamere, ce n'est pas son affaire. Bon, qu'est-ce que ça va dire? Mais pourquoi ces attitudes? Parce qu'on a laissé passer pratiquement 1 mois et demi pour commencer d'une façon désordonnée à prendre des initiatives. On rend un mauvais service au chef. Pierre Mbemba, sans vous couper, moi, de mon point de vue, je pense que Bochab serait plutôt l'homme à féliciter. Lui, au moins, il a osé prendre langue avec les autres partis politiques. On a toujours dit ici que les concertations entre la classe politique devaient être permanentes. Oui, mais d'accord, ne confondons pas des choses. La concertation en démocratie est un mode d'exercice. Ok? Si vous savez qu'en Europe, vous voyez en France, partout, de temps en temps, bon, on reçoit les chefs des partis, on parle, parce qu'ils sont là pour le pays, pas pour leur parti. Les pays existent pour diriger le pays. Donc quand on sent qu'il y a des problèmes qui peuvent créer un dysfonctionnement ou un ralentissement, on se met ensemble, on parle pour entendre le son des cloches différents des différents responsables. Ok? Mais ici, le problème, c'est quoi? L'initiative, c'est pour ça que j'ai commencé par là, l'initiative ne vient pas de la majorité présidentielle. Elle vient du chef de l'État. Ça vient de l'institution président de la République. Donc, il lui appartenait immédiatement après l'avoir, avant de l'annoncer. Ça veut dire que des dispositions étaient déjà prises. Il annonce et le lendemain, 2 jours après, on devait avoir quelqu'un qui est en train d'organiser. Une sorte de comité préparatoire. Oui, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'autrement, ça s'appelle la spéculation. Et maintenant, nous sommes rentrés dans le domaine de la spéculation. Parce que je me dis, mais est-ce que quand il a dit que c'était vrai, est-ce qu'il croyait vraiment lui-même? Vous comprenez? Maintenant, ça crée ce doute, de suspicion. C'est ça le drame. Et ça risque de faire foirer l'affaire. Et là, les enchères vont monter. Le président, c'était les 3 protagonistes en présence, Minakou, Mende et Bochab, ne savent plus à quel sens se vouer. J'ai vu d'ailleurs hier Mende être reçu par Minakou. C'est dire que le chef de l'État, cette cacophonie l'arrangerait. Bon, je n'en sais rien, de 2 choses l'une, où eux, ils ont voulu récupérer cette affaire en leur faveur, ce qui est une erreur monumentale. Deuxièmement, si le président laisse faire, c'est dangereux pour lui-même. Oui, c'est dangereux. Mais est-ce qu'il faut rester dans le cadre des institutions ou bien il faut créer quelque chose d'informel sans nécessairement en faire une institution? Mais pour faire un dialogue en démocratie, on n'a pas besoin de faire une institution. Les institutions existent. On crée un moment de rencontre pour discuter des choses qui concernent la nation. On n'a pas besoin d'aller avoir un vice-président, président comme nous aimons. Non, ça n'a pas de raison d'être. Ce sont les institutions qui existent. La société civile, elle existe. Le Parlement, il existe. Les gouvernements existent. Les partis politiques existent. On leur demande, on leur envoie des petites invitations. On dit, bon voilà, tel jour, on peut se rencontrer, voilà l'ordre du jour, ou éventuellement l'ordre du jour sera communiqué sur place. Mais tout le monde maintenant, pour Pierre Mbemba, tout le monde maintenant se pointe. Il y a maintenant les oppositions extra-parlementaires, les oppositions parlementaires, la majorité extra-parlementaire. Tout le monde maintenant se positionne. C'est une occasion. Les Congolais aiment bien cette exercitation, n'est-ce pas? Parce que ça crée des espoirs chez certaines personnes. Peut-être je vais maintenant arriver à la mangeoire. Nous devons sortir de cette façon de faire parce que, 1, elle ne nous honore pas, 2, elle nous empêche d'avancer. Votre ultime conviction, Pierre Mbemba, de ces concertations, vous voyez un partage équilibré et équitable du pouvoir? On aboutirait à ça? Bon, moi, je pense que, bon, ça c'est une spéculation intellectuelle, je pense
qu'on va finir par un gouvernement entre guillemets d'union nationale. Intégrant le CNDP, le M23. Ben, bon, toi tu appelles intégrant le plus possible du monde. Moi je ne donne pas des étiquettes. Ok, je comprends votre prudence. Ouais. Alors, Pierre Mbemba, il y a cette actualité au niveau de la force internationale neutre. Les États-Unis, Washington souhaiteraient que cette force soit intégrée à la MONUSCO. C'est que les pays africains, les puissances africaines n'acceptent pas. Ils voudraient une brigade autonome évoluant en dehors de la MONUSCO. Comment vous voyez, vous, l'avenir de cette force neutre? Bon, si tu permets, je voulais quand même dire quelque chose à propos de ce que nous avions dit tout à l'heure. Si je vous en prie. Je crois qu'aujourd'hui, chaque responsable congolais doit savoir que la première négociation à faire, c'est en lui-même. Parce que si nous souffrons, parce que les responsables congolais sont toujours en inadéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il veut réellement faire. Alors je crois qu'aujourd'hui, chacun doit retourner en lui-même, se réconcilier avec lui-même pour dire que je suis responsable, je dois m'investir pour l'intérêt de la nation et non pas pour mes intérêts personnels. Si nous faisons ça, ça va nous permettre d'aller l'avant. Deuxièmement, ils doivent se repentir. Le peuple, ça fait 52 ans, je peux dire 53 ans, que le peuple souffre à cause des manques de vision nationale, d'intérêts nationaux du pays, chacun cherchant son propre ou ses propres intérêts. C'est pour ça que vous voyez que, parce que vous êtes des journalistes, il faut vous amuser à faire certains exercices arithmétiques. Nous sommes le pays qui a le plus de partis politiques et de plateformes politiques. C'est pas normal. C'est quelque part, il y a un vice. Nous devons changer. Mais pourquoi on ne change pas? Parce qu'on sait que André qui était avec moi, il est passé là-bas, il est devenu riche. Moi aussi, je dois devenir riche. Alors chacun essaye de créer des partis. Mais quand vous avez dans une plateforme 80, 100 partis politiques, si on peut les appeler vraiment des partis politiques, vous ne pouvez pas mener une action qui vaille. Donc je voulais insister sur ça, parce que souvent nous avons tendance à oublier le point fondamental de notre crise. C'est nous-mêmes, le Congolais. Est-ce que quand je vais faire la politique, c'est pour qui? Si c'est pour moi, va vendre des cacahuètes, crée une société. Tu gagneras beaucoup plus. Mais tout le monde, et tu as vu quand il y a des élections, 18 500 candidats pour 500 places. Il faut être fou. 1000, je comprendrai encore, 1500 à la rigueur, mais pas 18 500. Ce qui veut dire que notre société politique est malade. Elle est malade, il faut vraiment une thérapie pour balayer cela. Et je crois que la première thérapie, c'est on doit régler le problème de la justice, pour que la justice rende réellement la justice, pour que la tolérance revienne vraiment tolérance zéro, pour que ceux qui commettent des délits, des fautes reconnues comme telles, soient châtiés selon la loi. Or, aujourd'hui, on nous avait promis d'arrêter des colonnes en cravate. Je ne sais pas, vous qui êtes journaliste, si vous en avez vu un, moi je n'en ai pas encore vu. Et tout ce fait que ces gens-là se disent, comme on dit vulgairement, les loups dans la bergerie ne se mangent pas. Alors maintenant, je vais répondre à votre question. Bon, c'est difficile, mais voyez, moi souvent je vois les choses sur le plan stratégique. Aujourd'hui, notre pays s'est exposé lui-même. Vous avez des pays africains, les puissances montantes de l'Afrique, vous avez l'Afrique du Sud, on a parlé de Tanzanie, bon, il y a d'autres pays, ils se disent nous avons la possibilité de pouvoir régler ce problème. Parce qu'ils sont en train d'avancer aussi leurs pions. Ok? Ils se disent il y a des richesses là-bas. Si nous aidons à éliminer cette épine sous les pieds des Congolais, nous pouvons
peser sur la balance. Et pourquoi ne pas faire des affaires Pourquoi aussi? ne pas faire des affaires aussi? Parce que nous sommes tout prêts. Oui. De l'autre côté, les États-Unis d'Amérique savent depuis 1960, ils veulent prendre réellement possession, parce qu'avant, les États-Unis ne sont pas une société de colonisation, n'est-ce pas? Mais ils ont aidé pour que le Congo soit reconnu comme république et devienne réellement indépendant. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il y a cette force, ces deux forces. Il y a les forces émergentes d'Afrique qui savent que nous avons là un morceau, nous pouvons le prendre, et pourquoi le laisser aux autres? Parce que l'Afrique du Sud a quand même une puissance militaire, oui. Une puissance économique, technologique, scientifique, etc. Donc peuvent peser sur la balance. Donc le Congolais, avant de dire oui à gauche ou non à droite, c'est le moment où nos stratèges doivent travailler. Nous courons un danger. On a présenté un livre samedi dernier sur la balkanisation. Oui. Maintenant, nous entrons dans la phase que j'appellerais pré-finale. Donc, si ces deux blocs ne se mettent pas d'accord, il y aura la déflagration. Donc, nous devons faire très attention. Il ne faudra pas prêter le flanc simplement par sentiment, mais il faut que ce soit par stratégie, en sachant que nous allons en tirer quelque chose. Autrement, le Congo, maintenant, vraiment le plan. Jusque-là, on a travaillé sur la stratégie indirecte. Mais maintenant, ça va être une confrontation pour prendre des affaires. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est dans le fait que l'Afrique du Sud arrête 19 Congolais qui s'entraînaient sur son territoire pour renverser le régime de Kinshasa. Oui. Mais c'est quand même loin, Pierre Mbemba. C'est près de 2000 km. Non, c'est une stratégie. Il n'avait qu'à, ces 19 Congolais, ils n'avaient qu'à aller à Rutshuru, là où il y a les scènes de l'épée, ils vont s'entraîner allègrement. Non. Vous savez, les puissances, c'est les pays qui veulent faire quelque chose. Il doit avoir ce qu'on appelle un appât, n'est-ce pas? Tu vois, c'est curieux. Au moment où l'Afrique du Sud annonce qu'on aurait arrêté 19, nos frères d'Angola annoncent la même chose. Moi, c'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard. Cette coïncidence ne relève pas du hasard. Alors, il faut que nos vraies lumières ici... On fasse de vraies analyses, qu'on aille au-delà. Pourquoi? Depuis combien de temps ces gens-là préparaient? On nous dit de l'autre côté que c'est depuis 1 an. On a 5 000 armes. Oui. L'Afrique du Sud, c'est quand même un État. 5 000 armes, suffisamment, en termes sécuritaires, suffisamment outillé. Donc c'est pour vous dire, vous voyez que nous pouvons à tout moment. Donc faites attention. Travaillez avec nous. Comptez sur nous. Oui. Comprenez? Donc c'est pour ça que je dis que ça devient très dangereux. Et je crois que les livres qu'on a présentés samedi, beaucoup de gens doivent le lire. Maintenant, le plus tôt, surtout nos services de sécurité, les dirigeants, pour savoir aujourd'hui, comme disait Mobutu, le fruit est mûr. Il va bientôt tomber. Donc nous devons faire très attention. Moi, quand j'ai entendu ça, ça fait dans ma tête, j'ai dit, ça sent le roussi. Non, c'est pas bien perçu. Pour vous dire, même si la partie officielle pourra la faire d'une autre manière, mais non. Il faut aller au-delà de la partie visible. Nous allons au-delà de la partie visible d'iceberg. La stratégie cachée, c'est vous voyez, nous savons. Vous voyez que on pouvait les laisser venir et vous écraser. Oh, ça s'est fait là-bas. Et ils sont ici chez nous, ça fait 1 année. Oui. Bien armés, 5 000 armes. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, nous devons faire très attention. On ne doit pas être distrait. Il faut qu'on se réveille parce que la situation risque d'être de plus en plus compliquée et incontrôlable. Pierre Mbemba, ce qui veut dire que le principe qui dit en stratégie, il n'y a que les intérêts qui comptent entre les États. Il n'y a pas de charité. Mais il n'y a que nous qui rêvons. Je disais ça l'autre jour, là, quand nous étions à la conférence, il me disait, oui, mais on tue. J'ai dit, mais ces gens-là, pour leur stratégie, qu'on tue même 10 millions, ce n'est pas leur affaire. C'est l'objectif qu'ils veulent atteindre. Non, c'est vous qui avez des sentiments. Vous arrivez au Noko, non, ils ne regardent pas ça. Toi, tu vois souvent ces gens-là s'embrasser. C'est rare. C'est vous qui allez avec des effusions. Ah, mon oncle, Non, eux, ils regardent quand tu l'as embrassé là. Qu'est-ce qu'il va avoir? Ouais. S'il ne gagne rien, ce n'est pas son problème. Et nous devons faire très attention parce que maintenant, la tension vive sous le Congo va
exploser. Alors c'est à nous à jouer le bon jeu avec le meilleur partenaire. Je ne dis pas qu'il faut choisir, mais nous devons faire très attention. Parce que l'erreur que nous avons commise avec ce laisser faire, ce laisser aller, tous nos plans militaires sont connus de tous les pays. Donc ils savent par où doivent commencer. Vous savez, déjà en 1981-82, il y avait déjà un plan concocté en Europe qu'on appelait le plan Z. On avait même déjà indiqué par où ils allaient atterrir. Vous les attendez à l'aéroport de Njili, ils n'atterrissent pas, ils atterrissent quelque part ici. Donc ce plan de balkanisation existe depuis longtemps. Et maintenant qu'on sent que les Congolais commencent à prendre conscience, ils vont faire tout pour passer de la stratégie indirecte à la stratégie directe. C'est-à-dire qu'on va frapper, boum, et puis on récupère. C'est ça qui va arriver. Et Roniga, j'ai lu encore son interview à RFI, il dit que cette affaire de balkanisation, c'est de la propagande du gouvernement. Peut-être la propagande du gouvernement, mais nous qui avons commencé ça, nous savons que le gouvernement a rattrapé le train en marche. Oui. Okay? On était déjà très loin. Oui, parce qu'on a fourni des éléments. Mais il est tout à fait normal que Roniga ne puisse pas parler de ça, parce que lui-même fait partie des éléments de balkanisation. Autrement, ça nous aurait étonné. Absolument. Toi, tu as déjà vu un assassin qui dit « Ah non, moi je suis l'assassin ». Non, il se cache. Donc c'est normal qu'ils se mettent sous cette coupe en disant que non, c'est la propagande du gouvernement, c'est ce que dit leur maître à penser. C'est à nous à faire attention. Alors, Pierre Mbemba, il y a la démission du pape. Je voulais quand même qu'on en parle. Cela fait 700 ans que les papes n'ont plus jamais démissionné. Le dernier à avoir démissionné, c'est Célestin V, il y a 700 ans. Mais là, Benoît XVI vient de frapper un grand coup historique. Bon, écoutez, lui-même a donné ses raisons, mais il faut savoir que toutes ces institutions-là, c'est conçu par des hommes. Donc à un certain moment, ça doit subir quelques liftings, n'est-ce pas? Bon, moi je pense que le pape, il a avancé ses raisons, mais ces raisons vont entraîner dans l'Église catholique de modifications importantes, de comportements, parce que c'est vrai que bon, le pauvre a eu à subir des chevrotines qui sortent de partout, pédophilie chez les prêtres, Baptiste, tout ça. Bon, allez, non, bon, moi je pense que, moi je suis chrétien, donc je n'ai pas à donner un avis personnel. Bon, lui, il a dit, nous attendons quand il y aura les conclaves d'ici là, les autres cardinaux pourront comprendre, parce que bon, quand on voit son prédécesseur, moi j'avais vraiment mal au cœur de dire, mais c'est pauvre vieillard qui a atteint, qui vraiment, pourquoi c'est tout ça? Bon, on a philosophé là-dessus. Maintenant, lui, il vient de dire, je crois qu'il a été honnête, il a dit non, la charge que j'ai par rapport aux forces physiques qui me restent, je ne suis pas capable de l'assumer. Je crois que c'est une attitude tout à fait responsable. Donc, je ne pense pas que ça nécessite des commentaires outre mesure. C'est un homme, il voit qu'il ne peut pas. Bon, il part. Mais les commentateurs disent également que c'est la crise morale en Occident qui l'aurait poussé à cette démission. C'est possible, mais ça sont des spéculations intellectuelles. Mais c'est un homme. Moi, je pense qu'il est honnête. C'est ça. Comme c'est un intellectuel, il est honnête. Il dit, mais je ne peux plus. Il arrête, il préfère céder. Les enjeux sont tels que... Pourquoi laisser tomber l'Église? Parce qu'il risque de commettre peut-être des bêtises après. Tu comprends? Tu te souviens, dans la Bible, on a ces exemples-là. Un roi qui était malade, qui devait mourir, il dit non, mais Dieu, vous savez, bon, et puis on lui a accordé 15 ans, mais c'est à ce moment-là qu'il a fait beaucoup plus de bêtises. Et qui ont coûté très cher à Israël, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire d'autres commentaires. C'est un homme, il est lucide, il est intellectuel, il a compris. Il dit, bon, pour prendre cette charge, il faut avoir suffisamment de force. Il sent qu'il ne les a pas, il préfère passer le relais à quelqu'un qui aura plus de force pour continuer.
un noir comme président des États-Unis, peut-être un pape noir, hein, un pape africain, pas nécessairement noir. Mais pourquoi il nous faut un pape, hein? On doit enlever ces épithètes qu'on ajoute. Hein? Si demain, bon, parce qu'ils disent qu'ils prient, si l'Esprit Saint leur montre qu'il faut un terre-tampion, on le met. Hein? Hein? Ce sont les institutions des hommes, hein? Comme ce sont les institutions des hommes, bon, parfois nous mettons Dieu en avant, mais en fait les choses se font beaucoup plus avec des raisons humaines qu'avec des raisons spirituelles. Oui. Donc je pense qu'il ne faut pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie. Kosila lokola nyama mawa abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini tolembi ye asilisi nzete